Voilà, donc ce soir, nous voyons les exercices donc du module 6. Alors, j'ai préparé deux séries, la série 63, puis on fera la série 64 après, bien entendu. Alors, la série 60. Alors, ma souris qui veut plus bosser. Hop, alors, mon Excel, il est où? Le voilà. Hop. Et c'est parti. Alors, je vais en profiter pour mettre ça, hop, voilà, pour que ce soit lisible, et on va revenir sur les, voilà, la codification. Normalement, alors, normalement, il n'y a pas besoin de la mettre sur votre feuille de brouillon. Normalement, tout ça, ça devrait être dans votre tête. Voilà, la feuille de brouillon, c'est plutôt côté technique qu'il faudra bien la préparer. Normalement, il n'y a pas a priori de feuille de brouillon pour la réglementation. Voilà. Ou alors vous allez y passer un temps fou à tout recopier, et quelquefois il y a pas de, enfin il y a peu de questions dessus. Hein. Bon, il y a au moins systématiquement une à deux questions sur la définition des classes d'émission. Donc F2A, signification de F2A. Est-ce que ça signifie... Donc ça c'est un truc à tiroir un petit peu, hein. Mais bon, c'est au cas où, en espérant ici que ce soit bien dans le bon ordre. Hein. Est-ce que c'est... Alors déjà, F, c'est modulation de fréquence, hein. On commence ici, c'est la modulation de fréquence. 2, c'est une seule voix avec une sous-porteuse modulante. Et A, télégraphie auditive. Concrètement, c'est quoi? C'est vous avez un manipulateur avec un petit buzzer qui fait pouet pouet, et vous avez un petit talkie-walkie FM. Donc vous mettez votre buzzer devant le micro, vous manipulez et ça fait du morse. Voilà, le F2A, voilà concrètement ce que c'est. Bon, je peux vous dire qu'il y en a quand même pas tant que ça qui utilisent, qui font du morse de cette manière-là. Donc bah maintenant on cherche télégraphie. Alors télévision, non. Alors c'est sûr que ça commence ici par le F, peut-être, mais c'est mon type d'information transmise, donc mon dernier caractère. Donc c'est pas télévision. Télégraphie auditive, ah, ça c'est bien. Et on regarde derrière, de toute façon, il n'y a que de la télégraphie auditive. Enfin, il y a que sur le 2 où j'ai de la télégraphie auditive. Donc c'est même pas la peine que je regarde ailleurs. Télégraphie automatique, ça sera pas bon, et téléphonie, ça sera pas bon. Donc ça ne peut être que le 2. Alors c'est peut-être, voilà, on passe peut-être un peu de temps à lire les questions, mais évitez de les lire en diagonale. Maintenant, A1B. Quel type de modulation? On parle bien de la modulation. Et pas ici, comme ici, la télégraphie. Télégraphie n'est pas un type de modulation. Type de modulation, ici, c'est le A. Télégraphie, c'est l'information transmise. Donc ici, c'est le B. Alors, je suis d'accord que ici, c'est bien de la télégraphie dont on parle, hein, c'est de la télégraphie automatique, mais c'est pas la question. La question, c'est quel type de modulation? Donc, c'est la première lettre, le A. Et A, bah, c'est A comme amplitude. Dans la classe d'émission F2D, que signifie le F? Donc, encore une fois, première lettre, type de modulation, F égale fréquence, modulation de fréquence. Modulation de données, ça n'existe pas. Hein. Transmission de données si vous voulez,
mais transmission de données, c'est le D et c'est l'information transmise. Signal digital avec emploi d'une sous-porteuse modulante, ça c'est le 2. Et c'est le signal modulant, ce n'est pas le F. Et puis la modulation de phase, c'est la lettre G. G comme phase, c'est bien connu. Symbole de la modulation d'amplitude, bande latérale unique, porteuse supprimée, avec emploi d'une sous-porteuse modulante, facsimilé. Tout ça. Alors, on commence, hein. Bande latérale unique, BLU. Donc là, on a 3 types de BLU. Vous allez oublier le H, qui j'ai jamais vu de question dessus, et en plus, on l'utilise pas. Voilà, donc après, c'est J ou R, porteuse supprimée ou porteuse réduite. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Porteuse supprimée. Donc ça commence par un J. Avec emploi d'une sous-porteuse modulante. Avec emploi d'une sous-porteuse modulante. Donc c'est un jeu, c'est un 2. Ça me fait un J2. On cherche un J2, ben, il n'y en a qu'un seul qui peut passer, c'est celui-là. J2, et évidemment le C, c'est facsimilé. Je rappelle la mnémotechnique, c'est comme copie. Donc, je fais, c'est une image fixe. Symbole de la modulation de fréquence, signal analogique, télévision. Donc, fréquence, F, analogique 3, télévision, F, F3F. Voilà, il n'y a pas de grand piège là-dedans. Ah, ça c'est mes fameuses désignations de largeur de bande. Alors, en fait, je l'ai pas, j'ai pas insisté dessus dans le cours, mais en fait, ça se met, c'est un préfixe qui va se mettre donc devant la classe d'émission. Donc vous avez 3 caractères pour la classe d'émission, et donc vous allez avoir des 4 caractères devant, donc 3 chiffres et une lettre, qui vont déterminer la largeur de la bande transmise. Et là, 6 mégas, donc je vais utiliser le M à la place de la virgule. J'ai besoin de 3 chiffres, une lettre. Bon, ma lettre, c'est la lettre M. Et bien maintenant, je vais coder mes 6 mégas avec un 6, le M à la place de la virgule, et 2 zéros derrière pour terminer mon nom. Parce qu'évidemment, une largeur ne peut pas commencer par 0. Comme pour le code couleur des résistances, c'est pareil. On ne peut pas commencer par un 0. Donc ça ne peut être que 6M0. 0. Et pas 6M tout court, puisque j'ai besoin de 4 caractères, de 3 chiffres. Et là, bah, j'en ai 4, et puis de toute façon, ça serait 6000 kHz, donc c'est pas non plus extraordinaire. Alors je suis d'accord qu'il y a 4 caractères, mais là-dedans, il me manque une lettre. Ah, alors ça, je l'ai fait exprès de la rajouter. Ça, c'est une ancienne réglementation avant 2012. Le problème, c'est que l'ANFR, visiblement, continue de poser des questions de ce type-là. Donc la précision de l'affichage, c'est en fait quand vous avez alors c'était plutôt quand on avait un vernier, donc un bouton qu'on tournait. Ça s'appelle un vernier. Maintenant, évidemment, on a tous des affichages numériques, donc ça se pose, le problème ne se pose plus puisque
on descend très loin, enfin beaucoup plus loin que le kilohertz. Généralement, on descend à la centaine de hertz. Mais en fait, dans l'ancienne réglementation, on s'intéressait aux vieux appareils, donc les appareils où tout était fait à la mano, et ce que l'on voulait savoir, c'est le vernier, en fait, il devait être gradué, et gradué pour les fréquences inférieures à 30 mégas tous les kilohertz, donc il devait y avoir un petit cran sur le vernier pour tous les kilohertz, et quand on était au-delà de 30 mégas, bah il devait y avoir une coche au moins tous les 1/10 millième de la fréquence. Donc ça dépendait de la bande. Mais sur les fréquences inférieures à 30 mégas, c'était plus ou moins, enfin c'était 1 kilo. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une précision de plus ou moins 1 kilo. C'est très tordu, mais voilà. Et ça, c'est la précision de l'affichage. Alors, elle n'est pas sortie dernièrement, tout dernièrement, mais elle est sortie encore il y a 3-4 ans. Voilà. Alors que le texte avait été modifié en 2012. Bon. J'espère qu'avec le nouveau logiciel, la NFR aura fait un peu de ménage. C'est pas encore gagné, on verra. Ah, bonne question. On a dit que le seul instrument de mesure obligatoire, c'était l'indicateur de puissance. Ça, c'est dans le texte. Mais en fait, quand on regarde bien, nos appareils doivent faire en sorte de ne pas réinjecter de l'AHF dans le réseau de distribution électrique. Ce qui veut dire que on met un filtre. Un filtre, c'est pour éviter que la haute fréquence remonte dans l'alimentation EDF et vienne pourrir votre installation, mais aussi, pourquoi pas, celle de vos voisins. Donc, auparavant, le filtre secteur, ça faisait partie justement des éléments obligatoires. Maintenant, ce n'est plus indiqué dans la réglementation, mais il n'empêche que tous nos appareils doivent être quand même conformes à la réglementation. Et la réglementation, eh bien, il y a des normes, et donc on a une norme qui est la CISPR 11, qui limite les perturbations réinjectées dans le réseau de distribution électrique. Et donc le filtre secteur est obligatoire. Alors, non, c'est pas la bonne réponse. Oui, lorsque la fréquence d'émission est inférieure à 29,7 mégas, ça c'est valable tout le temps, ce filtre secteur. Oui, pour mettre l'émetteur à la terre uniquement. Alors ça, c'est une très mauvaise idée. L'émetteur à la terre, personnellement, moi je le fais pas. Tout au moins, je ne le mets pas à la terre EDF. J'ai installé une terre à part, donc un piquet de terre à part, autre que la ligne EDF, pour éviter justement de pourrir mon réseau de distribution électrique. Donc j'ai une masse, une prise de terre à part. Mais alors oui, pour éviter les perturbations avec le voisinage, en fait c'est ça. Puisque si j'utilise un filtre secteur, c'est pour éviter que mes émissions remontent dans l'alimentation. Alors vous me direz, si j'utilise une batterie et que je ne suis pas raccordé au réseau électrique, j'ai pas de problème. Et donc j'ai pas besoin de filtre secteur. Mais si j'utilise une alimentation, eh bien alors, on va relativiser dans le sens où si vous achetez une alimentation dans le commerce, systématiquement elle va avoir son petit logo CE derrière.
enfin derrière, devant, je ne sais pas où est-ce qu'elle va l'avoir, mais enfin en tout cas, elle aura un petit logo CE. Le logo CE, ça veut dire, notamment, qu'elle est conforme à la CISPR 11, qui est valable pour tous les appareils que l'on branche sur l'électricité. Ça, c'est valable pour tous les appareils. Que ce soit émetteur ou pas, ou ils doivent passer cette norme-là. Évidemment, bah, les alimentations secteur achetées dans le commerce, eh ben, elles doivent répondre à ces critères. Bah, sinon, alors je ne sais pas trop qui peut être embêté en plus du propriétaire de l'alimentation, mais voilà, s'il y a un revendeur, il a intérêt quand même à ce que le matériel soit aux normes. Alors le problème après, c'est quand vous achetez du matériel sur Internet. Là, il n'y a personne, à part les douanes, qui voilà, qui vérifie qu'il y a bien le logo, mais le logo, ça veut dire pas grand-chose. Donc voilà. Donc voilà la réponse attendue par la NFR. Un peu tordue, j'en conviens. Bande passante maximum pour une fréquence inférieure à 28 mégas. Donc la bande passante, c'est 6 kHz. Ici, 6 kHz pour les bandes inférieures à 28 mégas. 6 kHz, en fait, ça correspond à la largeur de bande de la modulation d'amplitude. La modulation d'amplitude va prendre en largeur 2 fois le spectre audio qui va être transmis. Et la voix humaine, y compris les filles qui crient très fort et très aigu, eh bien c'est 3 kHz maximum. Et 3 kHz, comme je suis en modulation d'amplitude, j'envoie donc mes 2 bandes latérales, et donc bah, ça me prend 2 fois plus de place. Et quand je suis en FM, eh bien je vais faire en sorte que mon excursion ne dépasse pas 3 kHz. On en arrive au journal de bord. C'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Le renseignement obligatoire. La langue utilisée lors du contact, je suppose, c'est pas la bonne réponse. La date de la communication, ah, c'est bon puisque c'est daté heure. Le prénom de l'opérateur, bah non, c'est peut-être intéressant, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et le QTH, donc l'endroit où l'opérateur émet, le QTH, bah, n'est pas non plus obligatoire. Je rappelle, il n'y a que ces informations-là, c'est-à-dire date et heure de communication, indicatif du correspondant, fréquence d'émission, classe d'émission. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Et moi, je rajoute le lieu d'émission, puisque voilà, en cas de trafic en portable ou en mobile, bah, vous allez montrer que c'était pas vous. Voilà, vous aviez un alibi puisque vous n'étiez pas chez vous. Voilà. On peut utiliser la lettre /M dans quel cas? Sur un bâtiment, sur un bateau naviguant à plus de 12 000 nautiques des côtes. Eh ben non. Et d'ailleurs, c'est 12 000 avec 2 L, ça serait mieux. Non, c'est pas ça, parce que dans ce cas-là, à plus de 12 000 des côtes, ça serait un suffixe MM, maritime mobile. Dans un avion de ligne, je cocherai pas ça parce que bah, un avion de ligne, alors c'est sûr, on peut installer une station sur un aéronef, mais pas un avion de ligne. Voilà, puisqu'il faut avoir toutes les autorisations nécessaires, alors du commandant de bord déjà, je pense pas qu'il va vous le donner,
et en plus de la DGAC. Et là, c'est certain, vous l'aurez pas. Dans un véhicule, c'est pas mal, puisque je suis mobile, donc c'est dans un véhicule. Lorsqu'on utilise une station transportable, non, puisque là c'est P. Transportable, c'est le fait d'utiliser une station, on l'installe et elle peut plus bouger. Moi, je donne toujours cette référence, regardez l'antenne. Est-ce que l'antenne peut bouger? Si vous l'avez tendue entre deux arbres, c'est mort, ça ne peut pas bouger. Si vous l'avez installée sur votre voiture, ben, alors certes, peut-être vous vous bougez pas, vous êtes sur un parking, mais vous pourriez bouger. Et donc dans ce cas-là, vous êtes mobile et non pas portable. Donc un indicatif comme ça, alors là la question elle est très laconique, hein. Un bel indicatif comme ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est du maritime mobile. Hein, multimode, je sais pas ce que c'est. Machine modulation, bof. Marine marchande. Peut-être que vous avez installé votre station sur un navire de commerce, mais bon, c'est pas... Voilà, et donc la station est dite maritime mobile. Un radioamateur français de classe 3 peut-il émettre en Guadeloupe? Bah oui, oui. Il n'y a pas de... Alors oui, uniquement sur les relais, non. Non, bah si, si, si. Oui, mais après un an de licence, non, parce qu'on a quand même des opérateurs qui avaient passé euh, le, le certificat d'opérateur de classe 3 en Guadeloupe, donc il y avait des FG0 quelque chose. Et ceux-là, voilà. Alors attention, la seule chose, c'est qu'en Guadeloupe, je ne sais pas si vous vous souvenez, la bande, elle est un peu plus large sur le 144 qu'en France métropolitaine. Pour autant, les radioamateurs de classe 3 en Guadeloupe n'ont droit qu'à la bande 144-146, alors que les autres radioamateurs ont droit à 144-148. Ils ont droit à 2 kHz de plus. 2 MHz, pardon, de plus. Vous changez la puissance de votre émetteur. À qui devez-vous faire la déclaration? Eh bien, vous allez le faire à la NFR. En fait, vous allez refaire votre déclaration PAR. À chaque fois que vous modifiez la station ou l'adresse de la station, eh bien, vous mettez à jour votre déclaration PAR. Alors, entre nous, si c'est pour baisser la puissance, moi, je vois pas trop l'intérêt de modifier la déclaration. Mais, bon, à vous de voir. Évidemment, si c'est pour l'augmenter, bah, c'est mieux que ce soit à jour. D'autant plus que derrière, je rappelle, les informations qui sont donc communiquées à la NFR ne sont pas rendues publiques. Donc, ça ne concerne que la NFR. Alors, je sais plus où je l'avais mis, ça. Non. Ah bah voilà. C'est ma fameuse déclaration, la déclaration PR. Qu'est-ce que j'en ai? Où est-ce que je l'ai mis? Non, bah j'en ne parle pas de là. Donc la déclaration PAR, bah, c'est cette, voilà, il y a une faute, là. L'arrêté du 17-12-07, je vais noter la 34 893.
Donc cet arrêté-là, le 17 décembre 2007, c'était un arrêté qui, en fait, ça visait au départ essentiellement les opérateurs de téléphonie mobile, qui devaient déclarer tout leur relais finalement. Donc la position du relais et les puissances utilisées. Et puis de fil en aiguille, on en est arrivé à aussi déclarer tous les professionnels, par exemple les ambulances, voilà. Enfin tous ceux qui ont des installations radio sur le territoire français. Les radioamateurs, comme les autres, par exemple les cibistes, n'étaient pas concernés. Il y a eu une modification de cet arrêté, donc en 2009, je crois, où là, on a ajouté les radioamateurs. Et en fait, on ne s'intéresse qu'aux stations fixes, c'est-à-dire les stations qui ont été déclarées à votre domicile. On ne s'intéresse qu'à ça. Donc, quand vous êtes en portable ou en mobile, évidemment, vous n'avez pas de déclaration à faire, puisqu'à chaque fois, il faut donner précisément l'adresse. En mobile, vous allez avoir un peu de mal. En portable, il va falloir que vous mettiez à jour constamment cette base de données. C'était pas le but de la NFR. Donc voilà. Et donc on doit déclarer à la NFR la PAR maximum utilisée sur chaque gamme d'ondes. Voilà. Alors, mes sanctions. Les sanctions, où est-ce que je les avais mis? Ah, voilà les sanctions. C'est mes fameux manquements à la réglementation. Donc, durée maximum de suspension, et là c'est un manquement grave, c'est donc ici suspendu temporairement pour 3 ans au maximum. Il n'y a pas de minimum, vous remarquez, mais voilà. Et encore une fois, il n'y a pas, enfin il n'y a pas de pénal, c'est-à-dire qu'il n'y a ni amende ni peine de prison. C'est juste une suspension de l'indicatif, puisqu'encore une fois, ça ne peut être qu'un juge qui inflige une amende ou une peine de prison. La NFR ne peut rien faire. Donc la NFR, en fait, c'est l'organisme, enfin l'autorité qui a délivré les indicatifs, qui va donner cette sanction. Type de modulation, donc là on en arrive au type de modulation. Hop. Voilà, donc ici vous avez les différents types de modulation, vous les avez aussi ici. Voilà. Donc, alors est-ce que c'est de la modulation de fréquence ou de phase? Moi, je sais pas, moi je dirais plutôt que c'est de la modulation de phase, mais voilà, je suis pas certain. Je suis pas certain. C'est marqué phase et ça tombe bien, il n'y a pas fréquence. C'est pas de la modulation d'amplitude. La modulation d'amplitude, ça varie en amplitude et pas du tout en fréquence. La bande latérale unique, alors là, en fait, la bande latérale unique, c'est comme de l'AM. On a l'impression que c'est de l'AM. C'en est pas, mais on a l'impression. Et modulation quadratique, enfin, si, ça veut dire quelque chose, mais en l'occurrence, c'est de la modulation de phase et d'amplitude. Quadratique, ça veut dire ça. Il y a les deux. Il y a la phase et l'amplitude. L'amplitude, là, j'ai toujours la même amplitude.
Donc ce n'est pas du quadratique. Un autre type de modulation, bah là, ça ressemble un peu à l'autre, mais voilà. Donc il n'y avait pas modulation de phase, donc ça doit être FM. C'est pas de la M, ici. C'est pas de la BLU qui ressemble un petit peu à ça. Enfin, on a du mal à représenter la BLU en fonction du temps. En fait, ce que l'on fait, c'est un truc tout bête hein, en BLU. Ce que l'on fait, c'est qu'on prend la voix, donc de 0 à 3000 Hz, on prend la voix et on déplace le spectre de la voix en fréquence. Si j'en suis en bande latérale supérieure, je reprends exactement, je fais ce qu'on appelle une translation. Et si je suis en bande latérale inférieure, je fais aussi une translation, mais aussi un retournement. C'est-à-dire que ici, j'ai le 0 Hz de la voix, et ici, j'ai le 3000 Hz de la voix. Donc j'ai retourné mon spectre BF. Mais je l'ai quand même translaté. C'est-à-dire que je l'ai déplacé en fréquence. Alors ça, c'est très facile à faire avec notamment un SDR, parce que c'est juste de la mathématique, et c'est très facile à lui dire, eh ben, tu prends tout ce que tu entends avec telle fréquence, et puis tu rajoutes 7 mégas, ou 7 mégas 100 si on veut. Et donc, pof, ça va émettre sur 7 mégas 100. C'est un truc très, très bestial, hein. Et ça marche très bien. Donc ça, c'est pas de la BLU, c'est pas du Morse non plus, bien entendu. Ah. Donc ça, on a des représentations d'oscilloscope. Donc c'est, si on regarde à l'oscilloscope, qu'est-ce que ça donne? Ici, le 1, ça, je pense que c'est de la FM. Et donc, A3E, c'est de la modulation d'amplitude, hein, au passage. Donc ça, c'est voilà, ça c'est du A3E, donc modulation d'amplitude. Ça, c'est de la modulation de fréquence, puisque là, alors c'est peut-être pas très lisible, mais on a l'impression que la fréquence, elle bouge. Il y a des zones plus ou moins grisées. Voilà. Ici, ça c'est une modulation d'amplitude, mais c'est pas de la modulation d'amplitude, ça serait plutôt de la BLU. Pourquoi? C'est qu'on a des trous ici. En AM, on ne peut pas avoir de trous. Hein. Si on a des trous, c'est que ici, ça revient à avoir ici une BF négative. On ne veut surtout pas de ça. On veut avoir quelque chose de cette forme-là. Donc qui n'aille pas jusqu'au maximum. Et puis aussi qu'il n'y ait pas d'interruption, hein, qu'il y ait toujours une modulation, enfin toujours une porteuse. Ce qu'il n'y a pas ici. Ici, je suis plutôt en morse. Là, en l'occurrence, la lettre D en morse. Et voilà, ça c'est plutôt de la M. Donc c'est plutôt le 4. Alors je suis d'accord que c'est pas aussi évident que ça. Voilà. Ça c'est un peu des pièges. Avec quel appareil mesure-t-on le spectre d'une émission radio? Hop, 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 hop. Est-ce que je l'avais mis ça? Voilà. Le spectre. Alors le spectre, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder les fréquences, faire une analyse en termes de fréquences. Quelles sont les fréquences qui vont être utilisées et donc quelle largeur de bande je vais utiliser pour mon émission. Donc j'ai un axe là qui est donc la fréquence. Donc ça commence, je dis n'importe quoi ici à 7100 et ça finit donc à 7103.
106, pardon, puisque ici j'ai 6 kilos. Voilà. Et donc là, ça c'est un analyseur de spectre où je vais avoir ici des traits verticaux qui vont m'indiquer les fréquences sur lesquelles je me trouve. Et les traits horizontaux, ça va me donner donc la puissance. Généralement, c'est plutôt en décibels. C'est la puissance en décibels. Donc là, analyseur de spectre, là, tout est représenté en fonction de la fréquence. Et donc, voilà. On regarde les réponses. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, ah oui, supérieur. Ben voilà, j'ai pas lu. Fréquence supérieure à 9,7 à 29,7 mégas. 1 10 puissance moins 4. Et donc, c'est bien 1 kHz pour les fréquences inférieures. Vous voyez? Comme quoi, il faut lire à 2 fois les réponses. Et celle-ci, c'est quoi? Ah, alors là, je suis pas d'accord avec moi-même. Ça commence bien. C'est certain que le filtre secteur n'est pas obligatoire dans une station d'amateur parce que c'est écrit, mais voilà, il n'empêche que il faut qu'il y ait un filtre. Et votre matériel, à partir du moment où il va avoir un logo CE, il y aura un filtre intégré à l'alimentation. Alors, voilà, donc j'espère que cette question va être, enfin tout au moins peut-être modifiée pour éviter tout problème, tout litige. Mais voilà, on peut avoir les deux interprétations. Ah, c'est toujours un peu la problématique. Et c'est pour ça que j'aime bien qu'on me remonte les questions le jour de l'examen pour voir si il y a toujours des questions tordues comme ça qui sont posées. On va faire la deuxième série. J'espère que je ne vais pas tomber sur des pièges où je me fais piéger moi-même. Hop. Donc là, pas alors. Actuel. Oh bah oui, si je mets un E devant, ça va pas aller. Hop. Oh bah alors là, allez. Ça y est, c'est parti. Alors, on recommence avec nos histoires de classe, voilà, classe d'émission. Quel symbole désigne une émission en double bande latérale? Double bande latérale, donc c'est modulation d'amplitude, double bande latérale. Donc c'est de l'AM. Donc c'est A. Hein, il y a deux types d'AM. On oublie le B, la bande latérale indépendante. Alors, il doit y avoir une question seulement, donc on va peut-être l'oublier celle-là. En revanche, j'en ai quelques-unes, un peu plus, 3-4, avec la bande latérale résiduelle. Bande latérale résiduelle, ça veut dire quoi? Alors, petit aparté, c'est plus pour que vous compreniez ce que c'est. Alors, mes bandes latérales, voilà, mes bandes latérales. Quand je suis en bande latérale résiduelle, en fait, ça, c'est le signal transmis. Donc, c'est la largeur du spectre du signal transmis. Le problème, c'est que dans certains cas, je vais avoir beaucoup d'informations à transmettre. Typiquement, par exemple, quand je suis en télévision.
quand je suis en télévision, mes 3 kHz que j'utilise pour ma voix, bah, c'est largement pas suffisant pour faire passer de la vidéo. De la vidéo, faut grosso modo 3-4 mégas, quand même. Ce qui veut dire que mon AM, si j'émets en AM si je transmets mon signal de télévision en AM, je vais avoir du coup le double en pente passante. Donc imaginons que je sois en 3 mégas, ce qui est déjà pas grand-chose pour de la télévision. 3 mégas fois 2, ça me fait 6 mégas. 6 mégas, ça fait quand même pas mal de place occupée. Et donc, il y a des techniques qui permettent de supprimer une partie de la bande latérale, soit l'inférieure, soit la supérieure. C'est-à-dire qu'on va émettre complètement sur une des bandes latérales et on va tronquer, entre guillemets, la deuxième bande latérale. Et donc, du coup, ma porteuse ne sera plus exactement au milieu de mon signal. Elle va être décalée automatiquement. Donc voilà ce que c'est ce truc un peu bizarre de modulation en bande latérale résiduelle. Il y a une seule bande latérale qui est émise complètement, la deuxième est émise en partie. Donc voilà A. Et tout ça pour gagner de la place, tout simplement. Dans la classe F3E, que signifie le 3? Analogique. Signal analogique. D'ailleurs, dans le RR, on indique bien signal analogique, entre parenthèses, image, voix. C'est par définition de l'analogique. Quelle classe d'émission a la définition suivante? Facsimilé, modulation de phase. Alors là, c'est le piège un petit peu parce qu'on a commencé par l'information transmise. Mais généralement, c'est comme ça qu'on définit une classe d'émission. Ce qui nous intéresse, c'est quelle information on a transmise. Et après, le type de modulation et éventuellement le signal modulant quand c'est nécessaire. Ici, c'est du facsimilé, donc c'est de l'image. Donc ça ne peut être qu'analogique. Ça va être du 3. Facsimilé, donc on aura le C à la fin. Le C à la fin, on l'a où? On l'a ici en G3C et en F3C. Et on me dit que c'est la modulation de phase. Donc vous vous souvenez, G comme phase. Hop. G3C. Symbole de la modulation de phase. Donc là, on revient dans le bon sens. Donc, modulation de phase. On est en G, avec emploi d'une sous-porteuse modulante. Donc 2, G2. Et qu'est-ce que j'envoie comme information? De la transmission de données. G2D. Symbole de la modulation d'amplitude, bande latérale unique, porte supprimée. Donc ça, paf, c'est du J. Alors encore une fois, J, j'ai pas de méthode mnémotechnique. J'en ai pour la porteuse réduite, R, mais pas pour le J. Bon, désolé. Signal analogique, donc ça va être J3, et téléphonie, E. J3E. Quels symboles de transmission sont interdits aux opérateurs de classe 3? Alors ça, on continue à avoir ce genre de questions malgré qu'il n'y a plus de nouveaux opérateurs de classe 3. Voilà. Donc ils ont droit donc aux morses, A1A et A2A. A2A, ben voilà. Ah non, interdit, pardon. A3E, c'est autorisé, ok.
F3E, c'est autorisé, ok. G3E et J3E. Et donc, le seul qui n'est pas autorisé, c'est le F2D. D'ailleurs, vous voyez, des transmissions, enfin, les opérateurs de classe 3, ils ont droit à la téléphonie et à la télégraphie. Point barre. Et les deux télégraphies, c'est-à-dire la télégraphie, non, que la télégraphie auditive. Donc, que le morse. Donc, le morse et la téléphonie. Et au passage, ces opérateurs n'ont pas passé l'examen de morse. Mais ils avaient le droit quand même ils ont le droit d'utiliser le morse. Évidemment sur 144-146 uniquement. Et avec 10 watts uniquement. Précision de l'affichage de la fréquence 50 mégas. Je me fais pas avoir, c'est 10 moins 4. Précision de l'affichage. Je suis au-dessus de 29,7, enfin au-dessus de 30 mégas, et donc c'est 1 10 puissance moins 4. C'est-à-dire 1/10 millième de la fréquence. Donc là, concrètement, eh bien, je dois avoir sur mon vernier une graduation tous les 5 kHz. J'ai divisé par 10 000, 50 mégas. Et donc, ça me fait 5 kHz. Donc, je dois avoir au moins un petit indicateur, enfin une petite coche sur le vernier tous les 5 kHz. Évidemment, si je l'ai tous les kHz, c'est mieux, hein, mais c'est au moins tous les 5 kHz. L'utilisation d'une station radioamateur l'utilisateur, d'une station radioamateur doit disposer d'une charge non rayonnante. Ça n'est plus obligatoire. C'était obligatoire jusqu'en 2012. Alors une charge rayonnante, c'est ce que l'on appelle aussi une charge fictive, hein, pour régler l'antenne. Maintenant, on va supposer que les émetteurs se règlent tout seuls. Ouais, bof. Vaut mieux en avoir une quand même dans un coin. Disposer d'un filtre secteur. Normalement non, hein, on l'a vu tout à l'heure, on va vérifier. S'assurer que ces émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours. Ça, on l'a vu il y a très longtemps, mais évidemment, c'est toujours d'actualité, donc le 3 est à conserver. Effectuer toutes ces transmissions dans un langage clair ou dans un code reconnu par l'UIT. Ça, c'est vrai aussi, donc c'est 3-4. Au passage, on voit qu'on n'a pas 2, 3, 4. Donc on va supposer que disposer d'un filtre secteur n'est pas obligatoire. Faut-il tenir un journal de bord? Ben oui. C'est même pas la peine d'aller chercher au-delà. C'est obligatoire. Quand a-t-on le droit d'émettre? Dès qu'on a réussi l'examen? Non. Dès la réception de la notification d'indicatif d'appel? Ça me semble bien. En fait, quand vous avez passé l'examen, bon, effectivement, vous avez le niveau, mais il y a encore 2 étapes. Première étape, recevoir le certificat d'opérateur qui va vous être envoyé par la NFR par courrier. Deuxièmement, parce que avec ce certificat d'opérateur, vous allez avoir une jolie lettre de la NFR qui va vous proposer il y aura une demande d'indicatif à leur retourner par courrier. Et donc, sur cette demande d'indicatif, c'est ma fameuse déclaration PAR. Vous allez indiquer notamment l'adresse de la station, déjà votre adresse à vous, qui peut être différente de l'adresse que vous avez donnée quand vous avez passé l'examen. L'adresse de la station, qui peut être différente de votre adresse. Vous pouvez décider que votre station, vous la logez, entre guillemets, dans votre maison de campagne, par exemple, ou chez la mamie, où vous voulez. Mais il faut une adresse.
Et à cette adresse, c'est là où vous allez définir quelle puissance a votre station. Encore une fois, si vous n'utilisez pas une station fixe, si votre idée c'est d'utiliser que des stations portables ou mobiles, vous pouvez très bien, alors l'adresse, vous y coupez pas parce qu'il va falloir définir votre adresse. En revanche, vous ne répondez rien concernant la puissance. Vous vous dites, je n'ai pas de station à cette adresse. Et la NFR ne peut rien vous reprocher. Moi j'ai une question, et au contraire, est-ce que c'est vrai aussi si on déclare les puissances maximum sur toutes les bandes, à la limite, comme ça c'est fait, on est tranquille. Alors attends, parce que la puissance maximum, attention, n'oublie pas que c'est pas la puissance de ton émetteur qu'il faut déclarer. Oui, c'est la PAR, mais si on déclare les PAR maximum à chaque fois, si tu ça veux, change quoi en fait? ça ne change strictement rien. Hein. Non. Moi, Ça évite d'envoyer des courriers mais tous les 2 complètement, mois si on sort. complètement. Moi, je vais pas changer de matériel tous les 2 mois, mais Oui, mais à la limite, tu peux déclarer, je dis n'importe quoi, 1 kilowatt ou 1 kilowatt 5 en HF. Ça va être un peu plus compliqué, quoi qu'avec une bonne antenne avec du gain, tu dois les avoir aussi en 144 et en UHF. Hein. Moi, je me suis pas trop embêté. Moi, comme j'ai pas une installation de folie à la maison, bah voilà, ça reste raisonnable. Hein. Mais voilà. Et encore une fois, la NFR, en fait, ça sert essentiellement en cas de brouillage. C'est-à-dire qu'en cas de brouillage, lorsque la NFR vient, elle vérifie que tu as bien déclaré la bonne puissance et elle vérifie que tu tiens bien ton journal de bord. C'est tout. Donc voilà. Et alors évidemment, dès qu'on a fait la demande à la NFR, non, parce que il faut que la NFR traite le dossier quand même. Et c'est pour ça que c'est à la réception de cette notification d'appel. Alors juste un truc, en fait, on voit l'indicatif sur l'annuaire ANFR, puisque ça c'est donc sur le site ANFR, il y a un endroit où on voit l'annuaire des radios amateurs. Et donc, dès que le dossier est traité, tout de suite, il apparaît sur l'annuaire ANFR. Quand bien même le courrier n'est pas encore peut-être imprimé ni même envoyé. Donc, vous gagnez 3-4 jours une fois que vous avez envoyé votre demande. Alors, de même, la demande d'indicatif, on peut la faire sur Internet. Et on gagne encore le délai postal de dépôt du dossier qui a été envoyé par courrier avec votre certificat d'opérateur. Donc en règle générale, pour faire simple, faut compter une semaine pour avoir le certificat d'opérateur. Et une fois qu'on a le certificat d'opérateur, faut compter 3 jours. Alors évidemment, sauf s'il y a des jours fériés ou des vacances dans l'air, parce que évidemment, c'est service réduit au niveau de la NFR. Je crois qu'il y a que 2 personnes qui gèrent les modifications et les nouveaux indicatifs à la NFR. Donc il suffit qu'il y en ait une qui soit absente pour vacances ou autre, ça ralentit automatiquement voilà le traitement des dossiers. Et encore moins dès qu'on a pris rendez-vous pour l'examen, bien entendu. Indicatif d'un opérateur à bord d'un véhicule terrestre. Un véhicule, c'est mobile. Voilà. Et /A, alors le /A, dans certains pays, pas en France, dans certains pays,
c'est pour montrer que c'est un aéronef. Je crois que c'est en Belgique où c'est le /A qui est utilisé lorsque l'indicatif est utilisé dans une charge utile pour les ballons à hélium. A-t-on le droit d'utiliser sa station à bord d'un ULM? Alors, moi alors, peut-être l'ULM, il est où? Je sais plus. Voilà. Une station peut être remontée sur un aéronef, donc un ULM, sous réserve d'avoir toutes les autorisations nécessaires. Sous réserve de l'obtention préalable de toutes les autorisations nécessaires en matière d'aviation civile. Ça, c'est le texte pur et dur de l'ANF, c'est qui ça, du coup? C'est l'ARCEP qui a fait ça. Voilà. Moi, je l'ai traduit par toutes les autorisations nécessaires et notamment de la DGAC. Mais bon, ça veut dire la même chose. Que doit-on déclarer à la NFR? La PAR. Le reste, on s'en fout. La hauteur des antennes, c'est pas le problème de la NFR. Le type d'antenne, alors, ça a une incidence sur la PAR, mais la NFR vous demande pas quelle antenne vous avez. Les caractéristiques des antennes non plus. Voilà. Ce qui importe la NFR, c'est au résultat, enfin au final, quelle PR avez-vous? Et d'où provient cette PR? Est-ce qu'elle provient de la puissance des émetteurs ou du gain des antennes? La NFR s'en fout complètement. Et au passage, j'ai été un peu rapide. Non, c'est celle-là. C'est cette même information qui est demandée aux professionnels. Hein. Donc, alors, il y a un site qui s'appelle Carto Radio. Et sur Carto Radio, vous avez l'intégralité, l'ensemble des installations des professionnels, donc les relais de téléphonie, de télévision, les antennes des ambulances, etc. Ce que vous n'avez pas, c'est la police, la gendarmerie et l'armée. Ce qui me semble quand même normal. Mais la police municipale, si elle a eu une antenne, la police municipale, elle est obligée de déclarer la PAR. C'est la police nationale qui ne le fait pas. Bon, voilà. Je crois que les pompiers sont aussi obligés de le faire. Donc vous voyez, c'est très large. Hein. La connexion d'une installation de radio amateur sur le réseau Internet est-elle autorisée? Non. Même s'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire c'est toléré. Le problème ne c'est pas si c'est toléré, c'est interdit. D'un point de vue réglementaire pur. En cas de manquement, donc ça c'est les manquements. En cas de manquement, notamment à la réglementation applicable aux services radioélectriques des services d'amateurs, l'indicatif attribué par l'administration peut être suspendu pour une période maximum de 3 ans. Elle est très longue cette question, mais la réponse est très courte. Vous émettez sur 29250 avec 500 watts. L'administration vous demande de baisser votre puissance. Baissez-vous votre puissance? Alors là, ça c'est une question qui a été posée. Problème, c'est que, alors, évidemment, il faut obéir. Oui,
Ça semble évident. Mais concrètement, je n'ai jamais vu le cas. Pourquoi? Parce que premièrement, cette bande, c'est une bande dite exclusive. Les seuls qui pourraient être autorisés à utiliser la bande, c'est l'armée, ministère de la Défense. Et à mon avis, ils vont pas vous demander ça gentiment comme ça. Mais bon. Et quand bien même, voilà, voilà. Et les autres réponses, bien entendu, ne sont pas bonnes. Non, j'attends la notification de la demande par courrier. Ouais, ça c'est moyen. Non, je termine le contact en cours. Non, seule la gendarmerie peut la demander. Alors, c'est pas la gendarmerie, en l'occurrence, ça va être l'armée, ministère de la Défense. En quelle classe d'émission la puissance d'un émetteur ne varie-t-elle pas? Alors, hop, je redescends là. Voilà. Ma puissance, là, elle ne fait que de varier. Alors, je vais redescendre même là. Ma puissance ne fait que de varier, là. Quand je suis en BLU, bah, c'est la même chose. Hein. C'est ma voix. Et donc, ma voix, elle n'est pas monocorde. Il y a des moments où il y a plus de puissance que d'autres. Donc, c'est ni AM ni BLU. DBL, c'est de la double bande latérale. DBL ne fait pas partie des classes d'émission. DBL, c'est comme si j'émettais à la fois en bande latérale. Vous voyez, il n'y est pas. Donc ça va être une combinaison ou des cas non couverts ci-dessus. Donc ça va être du W. Bon, avec ça. Mais en tout cas, la DBL, ça serait j'émets en bande latérale supérieure et en bande latérale inférieure. En fait, ce que j'ai supprimé, c'est juste la porteuse. Voilà. J'ai gagné un peu de rendement. Pourquoi j'ai gagné du rendement d'ailleurs? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que on sent bien quand même que quand on est ici, là, bah, toute cette puissance qui est ici ne transporte aucun signal. Donc, et cette tension-là, elle est le double de la tension maximum que je peux avoir ici sur les bandes latérales. Donc ici, en termes de puissance, ici j'ai 2 fois en tension, ce qui veut dire que j'ai 4 fois en termes de puissance. Donc là, j'ai 6 dB. C'est-à-dire que lorsque je retire ma porteuse, finalement, j'ai gagné 6 décibels. Pourquoi? Parce que du coup, bah, mon émetteur, il peut émettre beaucoup plus. Il a beaucoup plus de pêche pour pouvoir émettre les 2 bandes latérales. J'ai une question, Jean-Luc. Ouais. Bonsoir, d'abord, c'est Philippe. Bonsoir. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on trouve de plus en plus de stylistes, en fait, ou de matériel stylique qui utilisent justement la BLU? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Tu utilises beaucoup plus de puissance quand tu es en BLU. D'autant plus que quand tu es en BLU, tu n'émets qu'une partie ici. Donc tu vas gagner en plus 3 dB. Puisque tu n'émets pas une partie là. Donc en tout, tu auras gagné 9 dB. C'est énorme. Et c'est énorme. Énorme. Ok, bah écoute, je te remercie. Ben, je t'en prie. Donc ici, je suis en FM. Hein, en FM, ma classe, ma puissance, elle ne bouge pas. Alors que je sois en FM ou en modulation de phase d'ailleurs, hein, c'est pareil. Même combat. Parce qu'elle est, voilà, ma modulation de phase, bah, c'est toujours la même amplitude.
Hein, ici la FM, ici la modulation de phase. Et ici ma porteuse, c'est-à-dire l'AHF non modulée, une EHF sur laquelle je n'ai aucune information. Quel est ce type de... Alors ça, c'est une question assez récente, présentée comme cela. Et donc ça, c'est de la bande latérale supérieure. Hein, en grisé, c'est ce que j'ai émis. Et alors là, c'est soi-disant du pointillé, c'est peut-être limite comme pointillé, mais c'est pour montrer où était le spectre. Et donc ici, voilà. Alors, petite précision quand même, ici c'est bien pour indiquer dans quel sens est ma BF. C'est-à-dire que de ce côté-là, ici, j'ai le 0 Hz, et ici j'ai le 3000 Hz. Mais en aucun cas, bien entendu, la puissance, elle a cette forme-là, la puissance elle est répartie entre 0 et 3000 Hz. Moi j'ai une voix quand même assez grave, donc je suis plutôt ici dans le bas du spectre. Voilà, une femme avec une voix aiguë, elle va être plutôt dans le haut du spectre. Voilà. Mais voilà, on va dire 303 000. Alors 300 Hz, pourquoi 300 Hz? C'est que en dessous, en fait, ça passe très mal. Et notamment, on passe très mal dans les haut-parleurs. Donc, on ne retient pas le 300 Hz, on ne retient pas toutes les fréquences inférieures à 300 Hz, et puis on s'arrête à 3000 Hz. Donc on a une bande passante, grosso modo, de 300 à 3000. Et puis pour les voix comme les miennes, en fait, on peut limiter à 300-2400. Parce que j'ai quasiment pas d'aigus. Les seuls sons aigus que je peux émettre, entre guillemets, c'est que quand j'emploie les lettres S ou F, où je vais avoir beaucoup de ce qu'on appelle des labiales. Et donc, ce sont des fréquences plutôt aiguës. Et donc, du coup, vous allez peut-être mal comprendre si je me limite à 2400 Hz. Lorsque je vais vous dire Sierra, de l'autre côté, vous entendrez juste Hiera. Parce que le S, il aura été un peu atténué. Voilà. Mais d'où l'intérêt aussi d'utiliser tout le temps le même alphabet phonétique. Comme ça, si on entend Hiera, on se dit Hiera, c'est Sierra. Voilà. On l'a déjà un petit peu vu, celle-là. F3E, c'est la même un petit peu, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle est revenue là? Donc F3E, c'est... Ah non, c'était A3E tout à l'heure, pardon. C'était de la modulation d'amplitude. Et maintenant, on arrive ici avec la FM. Alors, quel appareil permettant de mesurer la bande occupée par une émission radioélectrique? C'est toujours mon analyseur de spectre. Puisque mon analyseur de spectre, quand je le regarde ici, c'est bien ce qui va me donner la bande occupée. Oui, et on est bon. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, bonne fin de révision pour ce module, et on se retrouve lundi pour le module 7. Bye bye.